Camille pousse la porte d'entrée, les épaules écrasées par le poids de l'échec. L'entretien d'embauche de cet après-midi s'est terminé par ces mots qui résonnent encore dans sa tête comme une sentence. Nous cherchons un profil plus expérimenté. 6 mois de chômage. 6 mois à subir les regards de pitié mélangés aux reproches silencieux qui empoisonnent l'atmosphère familiale. La maison l'accueille avec son odeur de renfermé et cette tension électrique qui crépite dans l'air depuis son retour forcé. Sa mère, Françoise, se tient dans la cuisine, le dos raide comme un piquet, les mains crispées sur le plan de travail jusqu'à blanchir les jointures. Son beau-père Pierre fait semblant de lire son journal au salon, mais Camille sent peser sur elle ce jugement muet qui la suit partout dans cette maison qui fut autrefois son refuge. La fatigue lui colle à la peau, comme une seconde peau poisseuse. Camille se dirige vers l'évier, cherchant simplement à étancher sa soif et peut-être à gagner quelques minutes de répit avant l'inévitable confrontation. Sa main tremble légèrement en ouvrant le robinet, trahissant cet épuisement moral qui la ronge depuis des semaines. Comment ça s'est passé ? La question de sa mère tombe comme une pierre dans l'eau stagnante du silence. Comme d'habitude. Il cherche quelqu'un avec plus d'expérience. Le soupir de Françoise déchire l'air, ce souffle exaspéré que Camille connaît par cœur et qui annonce toujours les pires moments. Sa mère se retourne brusquement, le visage déformé par une colère froide qui fait frissonner Camille malgré elle. « Tu n'es qu'une invitée ici. Fais pas comme si c'était chez toi. » Les mots frappent Camille comme une gifle en plein visage. Le verre d'eau lui échappe des mains et se brise sur le carrelage dans un fracas qui fait sursauter Pierre. Les morceaux de verre éclatés reflètent la lumière crue de la cuisine, comme autant de fragments de sa dignité brisée. « Maman... Maman, rien du tout !» Françoise explose, ses 24 années de frustration maternelle se déversant d'un coup. « Tu crois que j'ai envie de te voir traîner ici tous les jours ? Tu as 24 ans, Camille. Tu devrais avoir ta propre vie, ton propre appartement, ton propre avenir. » L'accusation frappe au cœur de ses insécurités les plus profondes. Camille sent ses jambes flageoler, tandis que les reproches s'enchaînent comme des coups de marteau sur une enclume. Pierre ne lève même pas les yeux de son journal, cette lâcheté qui la blesse presque autant que les mots de sa mère. Françoise se rue vers la chambre de Camille avec une violence qui fait trembler les murs. Elle revient les bras chargés de vêtements, de livres, de ces petits objets personnels qui constituent l'intimité d'une vie. Puis, sans un mot d'avertissement, elle ouvre la porte du jardin et jette tout dehors sous la pluie battante qui transforme immédiatement les affaires en tas détrempés. « Dégage ! Va quelque part où on te veut vraiment !» Camille regarde ses possessions éparpillées dans l'herbe mouillée, ses souvenirs qui se gorgent d'eau de pluie, et quelque chose se brise définitivement en elle. Pas seulement son cœur, mais cette illusion qu'elle avait encore une place dans cette maison, dans cette famille, qui la rejette comme un corps étranger. Cette nuit-là, elle fait ses valises dans le silence le plus complet, chaque geste mesuré pour ne pas réveiller la maison endormie. À l'aube, elle glisse un mot sous la porte de la cuisine. « Je ne paierai plus vos factures. » Puis elle disparaît dans la brume matinale, emportant avec elle sa dignité retrouvée et la ferme résolution de ne plus jamais être l'invitée de sa propre existence. La voiture de Camille devient son premier refuge, un cocon de tôle et de tissu garé dans une rue résidentielle tranquille, où personne ne la dérange. Les 3 premières nuits s'étirent, comme une éternité, ponctuées par les crampes dans ses jambes repliées et le froid humide qui s'infiltre par les vitres mal jointes. Elle découvre l'art de dormir en position fétale, recroquevillée sous sa veste d'hiver, guettant les bruits suspects qui pourraient signaler l'arrivée de la police ou d'importuns malveillants. Au petit matin, elle développe ses nouveaux rituels de survie. Les toilettes publiques du parc municipal deviennent sa salle de bains improvisée, où elle fait sa toilette avec des lingettes et se brosse les dents au-dessus d'un lavabo taché de calcaire. Le miroir fissuré lui renvoie l'image d'une femme qu'elle reconnaît à peine. Traits tirés, cheveux ternes, regard hanté par l'incertitude du lendemain. Son compte en banque fond comme neige au soleil. Chaque café acheté dans une brasserie pour pouvoir utiliser leur Wi-Fi et chercher du travail représente un calcul minutieux. Elle évite soigneusement les restaurants où elle avait ses habitudes. Terrifiée à l'idée de croiser quelqu'un qui pourrait poser des questions embarrassantes sur sa situation. Lisa, sa meilleure amie depuis le lycée, l'accueille finalement chez elle, avec cette générosité spontanée qui caractérise les vraies amitiés.
Mais Camille sent immédiatement le malaise s'installer dans l'appartement exigu. Le copain de Lisa lance des regards agacés quand elle monopolise la salle de bain trop longtemps, et les conversations s'arrêtent brusquement quand elle entre dans le salon. « Tu peux rester le temps qu'il faut », lui assure Lisa, mais ses yeux disent autre chose. Après une semaine, Camille comprend qu'elle doit partir. L'amitié a ses limites, et elle refuse de devenir un poids pour les seules personnes qui acceptent encore de l'aider. Ses économies lui permettent de louer un studio dans un quartier défavorisé, un espace de 20 mètres carrés avec une kitchenette bancale et une salle d'eau si petite qu'elle doit s'asseoir de biais sur les toilettes. Le propriétaire, Monsieur Dubois, est un homme âgé aux cheveux blancs clairsemés qui accepte son dossier incomplet avec une bienveillance qui la surprend. « Vous avez l'air d'une fille bien », dit-il simplement en lui tendant les clés. « Je fais confiance à mon instinct. » Le premier soir dans son nouveau chez elle, Camille s'effondre sur le matelas posé à même le sol, seul mobilier qu'elle ait pu s'offrir. Les murs nus et le silence oppressant lui renvoient l'ampleur de sa solitude. Elle pleure pour la première fois depuis son départ. Des larmes amères qui lavent des semaines de fierté retenue et de courage forcé. Mais elle refuse de capituler. Le lendemain, elle décroche un emploi de nuit dans un centre d'appel spécialisé dans l'assistance technique. Le salaire frôle le minimum légal, les horaires sont épuisants, et ses collègues changent si souvent qu'elle renonce à retenir leur prénom. Pourtant, c'est un travail, un début, une preuve qu'elle peut s'en sortir, sans l'aide de quiconque. Les semaines s'égrènent dans une routine spartiate mais rassurante. Elle apprend à cuisiner avec 3 € par jour, découvre les joies des légumes en promotion et des pâtes en quantité industrielle. Petit à petit, elle transforme son studio en véritable cocon, chinant quelques objets d'occasion qui réchauffent l'atmosphère glaciale de ses débuts. Ce soir-là, en regardant par sa fenêtre les lumières de la ville qui scintillent comme autant de promesses, Camille réalise qu'elle a franchi la première étape de sa renaissance. Elle survit, et c'est déjà une victoire immense sur la femme brisée qui a quitté la maison familiale dans la brume de l'aube. Camille mesure désormais sa progression à travers de petites victoires quotidiennes qui lui redonnent confiance en l'avenir. Chaque objet qu'elle ajoute à son studio représente une conquête sur le dénuement de ses premiers jours. D'abord une table basse en bois trouvée sur le trottoir qu'elle repeint en blanc, puis des rideaux achetés en solde qui filtrent enfin la lumière crue du lampadaire municipal, et finalement un fauteuil d'occasion qui transforme son espace en véritable salon miniature. Le week-end, elle arpente les brocantes et les vides-greniers, développant un œil aiguisé pour dénicher les bonnes affaires. Cette chasse au trésor devient presque un jeu, une façon de meubler sa solitude, tout en créant le foyer dont elle rêve depuis toujours. Elle découvre une passion inattendue pour la décoration, arrangeant et réarrangeant ses maigres possessions jusqu'à créer une harmonie qui la surprend elle-même. Au travail, sa ténacité porte ses premiers fruits. Contrairement à ses collègues qui changent comme les saisons, Camille s'investit pleinement dans sa mission d'assistance technique. Elle mémorise les procédures complexes, développe une patience d'ange avec les clients les plus difficiles et propose spontanément des améliorations de processus qui n'échappent pas à l'attention de sa superviseure. Madame Laurent, une femme sèche aux cheveux gris tirés en chignon strict, l'appelle un matin dans son bureau vitré. « Votre taux de satisfaction client est le meilleur de l'équipe depuis 3 mois, annonce-t-elle sans préambule. Je vous propose un poste de référente technique avec une augmentation de 200 € mensuels. » Cette promotion inattendue illumine la journée de Camille d'une joie qu'elle n'osait plus espérer. Pour la première fois depuis des mois, elle se sent reconnue pour ses compétences, plutôt que jugée pour ses échecs. Cette reconnaissance professionnelle lui insuffle une énergie nouvelle, qui transforme même sa démarche. Parallèlement, elle s'inscrit à des cours du soir d'informatique dispensés par la municipalité. 3 fois par semaine, elle rejoint une salle de classe poussiéreuse où se mélangent chômeurs en reconversion, mères de famille désireuses de reprendre une activité et jeunes décrocheurs scolaires en quête de seconde chance. L'ambiance solidaire qui règne dans ce groupe hétéroclite lui rappelle qu'elle n'est pas seule à traverser des difficultés. C'est en sortant de son cours d'Excel avancé qu'elle croise pour la première fois Julien dans l'escalier de son immeuble. Il porte un sac de courses qui déborde de légumes colorés et lui sourit spontanément quand leurs regards se croisent. Grand,
les cheveux châtains légèrement ébouriffés, il dégage cette assurance tranquille des hommes qui ont trouvé leur équilibre. « Vous habitez au 3e » demande-t-il en la voyant fouiller ses clés. « Oui, depuis quelques mois. Et vous ?»« 2e étage, appartement de gauche. Je ne vous avais jamais vu. » Sa voix a cette chaleur naturelle qui met immédiatement à l'aise. Quand il propose de l'aider à porter le carton de livres qu'elle remonte péniblement, elle accepte sans méfiance cette gentillesse qui ne semble rien attendre en retour. Devant sa porte, alors qu'elle le remercie, il hésite un instant avant de se lancer. Il y a un petit café sympa au coin de la rue. Si ça vous dit, on pourrait y prendre un verre un de ces soirs. L'invitation la prend au dépourvu. Depuis son départ de chez sa mère, elle s'est si intensément concentrée sur sa survie quotidienne qu'elle a presque oublié l'existence de cette dimension humaine. L'idée qu'un homme puisse s'intéresser à elle, dans sa situation précaire et son existence reconstruite à la va-vite, lui semble presque irréelle. « Pourquoi pas ?» répond-elle avec une timidité qu'elle ne se connaissait pas. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Camille s'endort avec le sourire. Son studio lui semble plus accueillant, ses projets professionnels plus prometteurs, et l'avenir moins menaçant. Elle commence à entrevoir qu'une nouvelle vie est peut-être possible, une existence où elle ne serait plus seulement une survivante, mais une femme épanouie. Pourtant, au fond de son cœur, subsiste cette interrogation lancinante. Sa mère pense-t-elle parfois à elle? Et surtout, arrivera-t-elle un jour à construire quelque chose de durable sans que le spectre de l'abandon ne vienne tout détruire? L'image de Julien traverse son esprit une dernière fois, avant qu'elle ne sombre dans un sommeil plus apaisé qu'elle n'en a connu depuis longtemps. Exactement 1 mois après son départ, alors que Camille sirote son café matinal en regardant les premiers rayons du soleil caresser les toits de son quartier, son téléphone vibre. Le nom qui s'affiche sur l'écran la fait sursauter. Pierre, son beau-père, cet homme discret qui préfère habituellement laisser sa femme mener les batailles familiales, vient de lui envoyer un message. « Camille, ta mère refuse de l'admettre, mais les factures s'accumulent. L'électricité va être coupée la semaine prochaine. Elle est fière, mais on a vraiment besoin de toi. Peux-tu au moins nous dire si tu vas bien ?» Les mots dansent devant ses yeux comme une hallucination. Cette demande d'aide déguisée en préoccupation parentale la bouleverse plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle fixe l'écran, partagée entre une satisfaction amère de voir que son départ a eu des conséquences concrètes et une culpabilité tenace qui lui noue l'estomac. Pendant des années, elle a contribué aux charges de la maison avec ses économies et ses petits emplois, créant sans s'en apercevoir une dépendance financière qu'elle découvre aujourd'hui. Plutôt que de répondre immédiatement, elle range son téléphone et part au travail avec cette tension nouvelle qui lui serre la poitrine. Toute la journée, les mots de Pierre résonnent dans sa tête comme un leitmotiv obsédant. Entre 2 appels techniques, elle s'imagine sa mère tournant comme un lion en cage dans la maison, trop orgueilleuse pour reconnaître ses torts, mais suffisamment inquiète pour pousser Pierre à jouer les intermédiaires. Cette soirée-là, son rendez-vous avec Julien tombe à point nommé pour la distraire de ses tourments familiaux. Ils se retrouvent dans ce petit café qu'il avait évoqué, un établissement chaleureux, aux murs tapissés de livres et aux fauteuils dépareillés qui créent une atmosphère de salon littéraire. Julien commande un thé Earl Grey, elle opte pour un chocolat chaud qui réchauffe ses mains encore tremblantes d'émotion. La conversation s'engage naturellement. Il lui raconte son métier de kinésithérapeute, cette passion pour la rééducation qui lui permet d'accompagner ses patients vers la guérison. Sa voix se fait plus douce quand il évoque sa fille Emma, 6 ans, qu'il a un week-end sur 2 depuis son divorce finalisé l'année précédente. C'est compliqué de reconstruire sa vie quand on a une petite fille, confie-t-il en tournant machinalement sa cuillère dans sa tasse. Elle a du mal à comprendre pourquoi papa et maman ne vivent plus ensemble. Camille entend dans ces mots l'écho de sa propre difficulté à faire confiance après les blessures familiales. Cette vulnérabilité qu'il accepte de partager la touche profondément, créant entre eux une complicité inattendue. Elle lui parle de son travail, de ses cours du soir, de ses projets professionnels, évitant soigneusement d'aborder sa situation familiale qui lui semble encore trop à vif. En la raccompagnant chez elle, Julien s'arrête devant la porte de l'immeuble. L'éclairage tamisé du hall d'entrée crée une intimité propice aux confidences et aux gestes tendres.
Quand il se penche vers elle pour l'embrasser, Camille sent son cœur s'emballer. Ses lèvres sont douces et patientes, comme s'il comprenait instinctivement qu'elle a besoin de temps pour apprivoiser cette nouveauté. Ce baiser la trouble bien au-delà de son simple aspect physique. Il représente la possibilité d'une autre vie, d'une existence où elle serait aimée pour ce qu'elle est, plutôt que tolérée par obligation familiale. Mais cette perspective même la terrifie, réveillant ses peurs d'abandon et sa méfiance envers les bonheurs qui semblent trop beaux pour être durables. Dans son studio, elle retrouve le message de Pierre, resté sans réponse sur son téléphone. Après une longue hésitation, elle tape quelques mots. « Je vais bien. Je réfléchis. » Puis elle efface et recommence. « Dites à maman qu'elle sait comment me joindre si elle veut vraiment me parler. » Elle efface encore, incapable de trouver les mots justes entre la colère et la compassion. Le lendemain matin, au travail, sa superviseure l'informe qu'un poste de responsable d'équipe vient de se libérer dans le service. Le salaire proposé représente presque le double de ses revenus actuels, une perspective financière qui changerait radicalement sa situation. Mais la prise de poste nécessiterait une disponibilité totale pendant les 3 premiers mois, avec des horaires extensibles et des week-ends travaillés. En rentrant chez elle ce soir-là, Camille trouve Julien qui l'attend dans le hall avec Emma, une petite fille aux boucles blondes et aux yeux curieux qui se cache timidement derrière les jambes de son père. « Je voulais te présenter ma princesse », dit-il avec ce sourire attendri des papas gâteaux. Cette rencontre imprévue cristallise tous les dilemmes de Camille. Accepter cette promotion qui sécuriserait définitivement son avenir financier au risque de compromettre cette relation naissante. Aider sa famille malgré leurs blessures mutuelles ou couper définitivement les ponts. Et surtout, a-t-elle vraiment envie de s'engager émotionnellement avec un homme qui vient avec une enfant et tout un passé? Camille accepte la promotion et ses nouvelles responsabilités avec une détermination qui surprend même sa superviseure. En quelques semaines, elle transforme sa routine professionnelle, arrivant la première au bureau et repartant souvent bien après ses collègues. Cette intensité du travail lui procure une satisfaction profonde. Enfin, elle contrôle son destin et forge son indépendance à la force de ses compétences. Son premier salaire de responsable d'équipe la bouleverse émotionnellement. 2 300 € net, une somme qui représente la liberté absolue après des mois de calculs minutieux et de privation. Elle peut désormais envisager des projets concrets, meubler correctement son studio, s'offrir des vêtements neufs, peut-être même prendre des vacances l'année prochaine. Ce soir-là, elle décide de répondre enfin à Pierre. Son message est bref, mais définitif. « Je vais bien. J'ai trouvé un bon travail. Je ne reviendrai pas à la maison. Si maman a besoin d'aide, elle sait comment me joindre directement. » La réponse arrive dans l'heure. Elle est trop fière pour faire le premier pas. Tu la connais. Mais merci de donner des nouvelles. Cette fière résistance maternelle ne la surprend guère. Françoise a toujours préféré subir plutôt que s'abaisser à demander, quitte à entraîner toute la famille dans ses entêtements. Camille ressent une tristesse diffuse pour cette femme qui s'enferme dans son orgueil, mais refuse catégoriquement de culpabiliser davantage. Sa relation avec Julien évolue avec une douceur qui la rassure. Il respecte ses horaires extensibles, comprend ses absences de week-end, et surtout n'exige jamais d'explications sur son passé familial qu'elle évite soigneusement d'aborder. Cette patience la touche profondément, habituée qu'elle est aux reproches et aux jugements hâtifs. Emma s'apprivoise progressivement. D'abord méfiante envers cette nouvelle femme dans la vie de son papa, la petite fille finit par accepter la présence de Camille lors de leur sortie au parc ou au cinéma. Camille évite soigneusement de jouer à la belle-mère de substitution, préférant se positionner comme une amie bienveillante qui respecte la place unique de sa vraie maman. Un dimanche après-midi, alors qu'ils pique-niquent tous les 3 dans un parc de la banlieue, Emma s'endort contre l'épaule de Camille, après avoir couru partout. Ce geste spontané de confiance enfantine bouleverse Camille plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Julien observe la scène avec cette tendresse qui caractérise les moments parfaits. « Elle t'aime bien », murmure-t-il pour ne pas réveiller sa fille. « Moi aussi je l'aime bien. C'est une petite fille extraordinaire. » Cet après-midi marque un tournant dans leur relation. Le soir, quand Emma regagne l'appartement de sa maman, Julien invite Camille à dîner chez lui. Son appartement reflète sa personnalité. Chaleureux sans ostentation,
avec des photos d'Emma partout et des livres empilés dans tous les coins. Devant un verre de vin, ils parlent enfin de leurs blessures respectives. Julien évoque les dernières années difficiles de son mariage, les disputes constantes, cette impression d'étouffer dans une relation qui ne fonctionnait plus. Son divorce a été douloureux mais libérateur, lui permettant de redécouvrir qui il était vraiment. « Et toi, tu ne parles jamais de ta famille ?» observe-t-il avec cette délicatesse qui le caractérise. Camille hésite longuement avant de lui confier les grandes lignes de son histoire. Le rejet maternel, l'expulsion brutale, ces mois de reconstruction solitaire. Elle évite les détails les plus blessants mais lui permet d'entrevoir la profondeur de ses cicatrices. « Ça explique ta force », dit-il simplement. « Et aussi pourquoi tu as parfois peur de nous faire confiance. » Cette lucidité la trouble. Julien comprend intuitivement ses mécanismes de défense sans les juger, ni chercher à les brusquer. Quand il l'embrasse ce soir-là, avec plus de passion que lors de leur précédent baiser, Camille sent ses dernières résistances s'effriter. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisage sérieusement de faire confiance à quelqu'un d'autre qu'elle-même. En rentrant chez elle, elle découvre un nouveau message de Pierre. « Ta mère a trouvé un petit boulot à mi-temps. » Elle ne dit rien, mais je la vois regarder ton ancien numéro sur son téléphone. Elle regrette, même si elle ne l'avoue jamais. Cette révélation la laisse partager entre soulagement et amertume. Sa mère commence peut-être enfin à assumer les conséquences de ses actes, mais cette fierté maladive l'empêche toujours de franchir le pas vers une vraie réconciliation. Un samedi matin de novembre, alors que Camille savoure tranquillement son café en regardant la pluie ruisseler sur les vitres de son studio, 3 coups secs résonnent à sa porte. Elle n'attend personne, et sa première pensée va vers Julien, qui a peut-être oublié quelque chose lors de sa visite de la veille. Mais quand elle ouvre, c'est le visage de sa mère qui apparaît dans l'encadrement. Françoise a maigri. Ses traits tirés et ses cheveux ternes trahissent des semaines de stress et de nuits blanches. Elle porte ce manteau noir que Camille lui connaît depuis l'adolescence, maintenant trop large sur ses épaules amaigries. Ses yeux évitent soigneusement ceux de sa fille, fixant un point invisible derrière elle. « Bonjour Camille. » La voix est rauque, presque cassée. Aucune des deux femmes ne bouge pendant de longues secondes, comme figée dans un tableau de confrontation muette. Camille sent son cœur s'emballer, mais sa volonté reste ferme. « Entre. » L'invitation tombe sans chaleur particulière. Françoise pénètre dans le petit appartement et découvre avec surprise l'harmonie que sa fille a créée dans cet espace exigu. Les meubles chinés, les photos encadrées, les plantes vertes qui apportent de la vie aux murs blancs. Tout respire le soin et l'attention, cette capacité à créer de la beauté malgré les contraintes financières. « Tu t'en sors bien », observe-t-elle avec une pointe d'amertume qu'elle ne parvient pas à dissimuler. Camille prépare du café sans répondre, laissant le silence s'installer entre elles comme une frontière invisible. Sa mère s'assoit au bord du canapé, les mains crispées sur son sac à main, visiblement mal à l'aise dans ce territoire qui appartient désormais entièrement à sa fille. Pierre a perdu son travail. Finit-elle par lâcher sans préambule. La boîte a fermé du jour au lendemain. On va perdre la maison si on ne trouve pas rapidement une solution. L'aveu tombe comme un couperet. Pas d'excuses pour les mots blessants, pas de regrets exprimés pour cette soirée de septembre qui a tout brisé entre elles. Juste l'urgence financière qui pousse cette femme orgueilleuse à franchir la porte qu'elle avait elle-même claquée. Camille pose la tasse de café devant sa mère et s'installe dans le fauteuil en face d'elle, créant délibérément cette distance physique qui symbolise leur relation actuelle. « Et tu viens me voir parce que tu gagnes bien ta vie maintenant. Pierre m'a dit que tu avais eu une promotion. » Cette logique purement utilitaire blesse Camille plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Sa mère ne vient pas chercher de réconciliation, juste une solution à ses problèmes financiers. Elle découvre les photos de Julien et Emma posées sur l'étagère et son regard se durcit encore davantage. Tu as refait ta vie sans nous. Tu as ton petit copain, sa fille. Tu es devenu égoïste. L'accusation frappe comme une gifle. Camille sent la colère monter en elle, cette rage longtemps contenue qui menace de tout emporter sur son passage. Égoïste ? Toi qui m'as jeté dehors comme un déchet ? Toi qui as balancé mes affaires sous la pluie en me traitant d'invité ? J'étais en colère. Tu traînais à la maison ? Tu ne trouvais pas de travail ? Je payais ma part des factures.
J'ai tout fait pour contribuer et tu m'as humiliée. Françoise détourne le regard, incapable de soutenir la vérité que lui renvoie sa fille. Elle sirote son café en silence, probablement consciente que sa démarche la place en position de faiblesse mais trop désespérée pour renoncer. « Combien vous faut-il » demande finalement Camille, avec une lassitude infinie. 3 000 € pour rattraper les échéances. Pierre cherche du travail. Ça ne durera pas. Cette somme représente plus d'1 mois de salaire. Une ponction importante sur les économies que Camille reconstitue péniblement. Mais elle mesure aussi l'ampleur du désespoir maternel derrière cette demande. « Je peux vous aider sur quelques mois, » dit-elle lentement. « Mais je ne reviendrai jamais vivre avec vous. Et il faudra me rembourser quand Pierre aura retrouvé du travail. » Sa mère acquiesce silencieusement, visiblement soulagée mais incapable d'exprimer la moindre gratitude. En partant, elle s'arrête sur le seuil et regarde une dernière fois l'appartement de sa fille. « Tu as bien réussi sans nous ?» répète-t-elle. Et cette fois, Camille entend autre chose que de l'amertume dans sa voix. Peut-être une pointe d'admiration mélangée à une immense culpabilité qu'elle refuse toujours d'avouer. Cette semaine-là, l'ex-femme de Julien annonce son intention de déménager avec Emma dans une autre ville pour suivre une opportunité professionnelle. Julien s'effondre, incapable d'envisager de voir sa fille grandir à distance. Camille réalise brutalement qu'elle pourrait perdre cette famille de cœur qu'elle commençait à chérir, juste au moment où elle retrouve un contact douloureux avec sa famille de sang. Julien passe les jours suivants plongé dans une angoisse qui le rend méconnaissable. Cet homme habituellement posé et maître de ses émotions arpente son appartement comme un fauve en cage, consultant compulsivement des sites juridiques et téléphonant à tous les avocats spécialisés en droit familial de la région. Emma ne comprend pas pourquoi papa semble si triste et pose ces questions innocentes qui déchirent le cœur de son père. Pourquoi maman veut partir loin ? Moi, je veux rester ici avec mes copines d'école. Camille observe cette détresse masculine, avec une empathie douloureuse. Elle reconnaît dans les yeux de Julien cette peur viscérale de l'abandon qu'elle connaît si bien, cette terreur de voir disparaître l'être aimé, sans possibilité de se battre. Spontanément, elle puise dans ses économies fraîchement reconstituées pour l'aider à engager un avocat compétent, un geste qui la surprend elle-même par sa générosité. Maître Bergeron, une femme de 50 ans au regard acéré, examine le dossier avec le pragmatisme des professionnels aguerris. Elle explique à Julien les recours possibles, les délais de procédure, les chances réelles d'obtenir une modification du jugement de divorce. Ces mots techniques résonnent comme un espoir fragile dans le chaos émotionnel qui submerge le père désespéré. Parallèlement, la situation avec sa mère devient de plus en plus pesante pour Camille. Pierre l'appelle régulièrement, non plus en cachette, mais avec l'assentiment tacite de Françoise, pour donner des nouvelles alarmantes de l'état psychologique de sa femme. Elle refuse de sortir de son lit certains matins, confie-t-il d'une voix fatiguée. Elle dit que tu la détestes et qu'elle a gâché sa relation avec sa seule fille. Le médecin parle de dépression. Cette culpabilisation indirecte agace profondément Camille. Elle refuse de porter la responsabilité des difficultés psychologiques de sa mère, tout en ressentant malgré elle cette compassion filiale qui résiste aux blessures les plus profondes. Emma s'attache progressivement à Camille avec cette spontanéité touchante des enfants qui sentent instinctivement les cœurs bienveillants. Elle l'appelle maintenant Camille presque maman et réclame sa présence lors des rituels du coucher quand elle dort chez son père le week-end. « Tu vas rester avec papa si maman part au loin ?» demande-t-elle un soir en enfilant son pyjama à motif de licorne. Cette question d'une simplicité dévastatrice bouleverse Camille. Elle mesure soudain l'ampleur de l'attachement qui s'est créé entre elles, cette responsabilité émotionnelle qu'elle a acceptée sans vraiment en prendre conscience. Poussée par Julien qui a besoin de son soutien moral, Camille décide de rendre visite à sa mère accompagnée de son compagnon. Elle espère que cette présence masculine tempérera les émotions et permettra une discussion plus apaisée. Mais dès que Françoise découvre Julien sur le pas de sa porte, son visage se ferme comme un rideau de fer. « Alors c'est lui qui a remplacé ta famille ?» attaque-t-elle avant même les présentations. Julien reste d'un calme olympien malgré l'agressivité manifeste, se contentant de serrer poliment la main tendue à contre-cœur. Pierre accueille leur visite avec un soulagement visible, espérant probablement que cette rencontre débloquera enfin la situation familiale. La maison de son enfance paraît à Camille plus petite et plus terne qu'il ne sait souvenir.
Les factures impayées s'empilent sur la table de la cuisine, témoignant silencieusement de la dégradation financière du couple. Sa mère a perdu encore du poids, et ses cheveux grisonnants manquent de soins, révélant un laisser-aller qui inquiète malgré tout sa fille. L'explosion survient quand Françoise aperçoit Julien regarder tendrement Camille, lui prendre la main pour la rassurer face à cette tension palpable. « Tu étales ton bonheur devant moi. Tu viens me narguer avec ton petit ami parfait. Maman, arrête. » « Arrête quoi? De dire la vérité? Tu nous as abandonnés pour jouer à la petite famille avec des étrangers. » Cette fois, Camille explose. Toute la colère accumulée depuis des mois jaillit comme un torrent destructeur. « Tu m'as jeté comme un déchet. Tu as détruit ma confiance en moi et maintenant tu veux que je culpabilise? J'ai reconstruit ma vie sans toi parce que tu m'y as forcé. » Françoise fond soudain en larmes. Ses sanglots rauques qui secouent tout son corps amaigri. Pour la première fois depuis l'enfance de Camille, sa mère avoue sa vulnérabilité. « J'ai eu peur quand tu es partie. J'ai cru que j'avais échoué en tant que mère. » Les démarches juridiques de Julien portent finalement leurs fruits grâce à la compétence de maître Bergeron et à la détermination acharnée qu'il déploie pour garder sa fille près de lui. L'ex-femme accepte un compromis qui évite un procès long et coûteux. Emma restera scolarisée dans sa ville actuelle, mais passera les vacances scolaires avec sa mère dans sa nouvelle résidence. Cette solution, sans être parfaite, rassure Julien qui retrouve progressivement sa sérénité habituelle. Fort de cette victoire juridique et de la stabilité émotionnelle qui en découle, Julien franchit une étape importante dans leur relation. Un soir de décembre, alors qu'il regarde Emma dessiner des sapins de Noël sur la table basse de son salon, il se lance avec cette douceur qui le caractérise. « J'aimerais qu'on emménage ensemble, Camille. Pas pour des raisons pratiques, mais parce que je t'aime et que je veux construire quelque chose de solide avec toi. » Cette déclaration, attendue mais néanmoins bouleversante, réveille immédiatement les peurs d'abandon de Camille. Elle pose ses conditions avec cette fermeté qu'elle a apprise à ses dépens. Elle gardera son indépendance financière absolue, contribuera équitablement aux frais communs, et surtout, ils construiront leur relation en tant qu'égaux sans qu'elle devienne jamais dépendante de qui que ce soit. « Je ne serai jamais une femme entretenue », précise-t-elle. « Et si ça ne marche pas entre nous, je veux pouvoir partir sans me retrouver à la rue. » Julien comprend parfaitement ces exigences que son histoire familiale rend légitimes. Il propose même qu'ils gardent chacun leur appartement les 6 premiers mois, histoire de s'apprivoiser progressivement à cette nouvelle configuration. Concernant sa mère, Camille élabore un plan qui tient compte à la fois de sa générosité naturelle et de son besoin impérieux de protection psychologique. Elle accepte de l'aider financièrement sur une période déterminée de 6 mois, mais pose des conditions non négociables. Françoise devra suivre un suivi psychologique pour traiter sa dépression et chercher activement un emploi pour reconquérir son autonomie. « Je ne suis plus ta bouée de sauvetage, maman. Je suis ta fille, et c'est différent. » Ces mots, prononcés avec une autorité tranquille dans le salon de son enfance, marquent un tournant décisif dans leur relation. Françoise résiste d'abord, arguant qu'elle n'a besoin de l'aide de personne pour gérer ses émotions. Mais face à la fermeté inébranlable de Camille et à la perspective de perdre définitivement sa fille, elle finit par céder. La première séance chez la psychologue se révèle particulièrement éprouvante pour cette femme habituée à dissimuler ses failles derrière une carapace d'autorité. Madame Rousseau, une thérapeute expérimentée, l'aide progressivement à identifier les mécanismes de peur et de contrôle qui ont détruit sa relation avec sa fille. « J'ai eu peur quand tu as grandi », avoue Françoise lors d'une de leurs rares conversations téléphoniques. « Peur que tu partes. Peur de me retrouver seule. Alors j'ai essayé de te garder près de moi en te rabaissant. » Cette lucidité nouvelle, bien qu'encore fragile, constitue le premier pas vers une réconciliation authentique. Pierre trouve finalement un emploi d'agent de sécurité, moins bien rémunéré que son ancien poste, mais suffisant pour retrouver une stabilité financière acceptable. La cohabitation avec Julien et Emma s'organise naturellement dans l'appartement plus spacieux qu'ils louent ensemble. Camille crée peu à peu ses propres traditions avec la petite fille. Lecture du soir, préparation de gâteaux le mercredi, sortie au musée qui éveille sa curiosité naturelle. Emma l'appelle désormais « Camille Maman », tout court. Cette appellation qui bouleverse Camille chaque fois qu'elle l'entend. L'ex-femme de Julien, étonnamment, se montre cordiale lors des remises d'enfants,
reconnaissant probablement l'influence positive que Camille exerce sur Emma. Cette acceptation tacite facilite grandement l'organisation des week-ends et des vacances. 6 mois après avoir posé ces conditions, Camille constate avec satisfaction que sa mère respecte scrupuleusement leur accord. Françoise suit régulièrement ses séances de thérapie, a trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie, et surtout, leurs conversations téléphoniques hebdomadaires se déroulent désormais dans un respect mutuel des limites de chacune. « Je ne te présenterai jamais d'excuses pour t'avoir mise dehors », dit un jour Françoise avec cette honnêteté brutale qui la caractérise. « Mais je regrette la façon dont je m'y suis prise. » Cette non-excuse vaut toutes les contritions du monde pour Camille. Elle y reconnaît l'orgueil indécrottable de sa mère, mais aussi cette sincérité rugueuse qui constitue peut-être la seule forme d'amour que cette femme sache exprimer. 8 mois plus tard, Camille se réveille dans l'appartement qu'elle partage avec Julien et Emma, et cette sensation d'appartenir véritablement quelque part la bouleverse encore chaque matin. Le soleil printanier caresse les murs, qu'ils ont repeints ensemble, en blanc cassé, éclairant les photos de famille qui témoignent de leur bonheur reconquis. Emma grandit sous leurs yeux, développant cette assurance que donnent les foyers stables et aimants. Ce samedi-là, c'est l'anniversaire d'Emma qui fête ses 7 ans. La petite fille a voulu une grande fête avec toute sa famille. Cette notion qu'elle définit maintenant avec la simplicité désarmante des enfants qui ont appris à aimer sans condition. Camille a passé la semaine à organiser cette célébration qui réunira pour la première fois toutes les composantes de leur famille recomposée. Julien prépare le déjeuner avec cette méticulosité joyeuse des papas gâteaux, tandis qu'Emma déballe fébrilement ses cadeaux sous l'œil attendri de Camille. La sonnette retentit, et c'est Catherine, l'ex-femme de Julien, qui arrive avec un sourire sincère et un énorme paquet cadeau. Leurs rapports ont évolué vers une cordialité respectueuse qui facilite grandement la vie d'Emma. Elle a de la chance d'avoir 2 mamans qui s'entendent bien, confie Catherine à Camille, en regardant leur fille commune rayonner de bonheur. Cette reconnaissance spontanée touche Camille au cœur. Elle qui redoutait tant les jugements et les conflits, découvre la richesse inattendue de ces familles modernes, qui se construisent sur l'amour, plutôt que sur les conventions. L'arrivée de sa mère constitue le moment le plus délicat de cette journée. Françoise apporte un gâteau au chocolat fait maison, première pâtisserie qu'elle ait confectionnée depuis des années. Elle porte une robe fleurie qui lui redonne des couleurs et arbore cette expression apaisée de ceux qui ont accepté de changer leurs habitudes destructrices. « Bonjour Françoise », l'accueille Julien avec cette politesse chaleureuse qui caractérise les hommes bien élevés. « Bonjour Julien, merci de m'accueillir chez vous. » Cette courtoisie mutuelle, impensable quelques mois auparavant, témoigne du chemin parcouru par chacun. Emma court vers sa grand-mère Françoise et lui montre fièrement sa nouvelle poupée, créant immédiatement cette complicité intergénérationnelle qui enchante les adultes présents. Pendant le repas, Camille observe cette assemblée hétéroclite avec un étonnement qui ne faiblit pas. Sa mère discute jardinage avec Catherine, Pierre raconte ses anecdotes d'agents de sécurité qui font rire Emma, Julien sert le vin en veillant à ce que chacun se sente à sa place. Cette harmonie fragile mais réelle représente tout ce dont elle avait rêvé sans oser l'espérer. « Tu as créé quelque chose de beau ici », murmure sa mère en l'aidant à débarrasser la table. Ces mots, prononcés sans emphase mais avec une sincérité évidente, valent tous les compliments du monde. Françoise reconnaît implicitement que sa fille a réussi là où elle avait échoué, construire une famille aimante et stable. En fin d'après-midi, quand les invités repartent chacun vers leur vie, Camille reste seule avec Julien et Emma pour ranger les vestiges de cette fête réussie. La petite fille s'endort épuisée sur le canapé, serrant contre elle sa poupée neuve et arborant ce sourire béat des enfants comblés. Elle a passé une journée parfaite, observe Julien, en recouvrant sa fille d'un plaid moelleux. Nous tous, je crois. Ce soir-là, allongée contre Julien qui s'endort paisiblement, Camille fait le bilan de cette année qui a transformé sa vie du tout au tout. Elle qui était partie de chez sa mère en claquant la porte, brisée et révoltée, a reconstruit une existence qui dépasse ses rêves les plus fous. Son travail la passionne, sa relation amoureuse s'épanouit dans le respect mutuel, et même sa mère a entamé ce long chemin vers la réconciliation. Elle repense à cette phrase qui l'avait tant blessée. « Tu n'es qu'une invitée, ici. » Aujourd'hui, elle sourit en mesurant l'ironie de cette prédiction involontaire.
Elle a effectivement cessé d'être l'invitée de sa propre vie pour devenir l'architecte de son bonheur. Ni héritage, ni chance, ni aide extérieure. Juste sa détermination et cette capacité à aimer, sans s'oublier qu'elle a développé au prix de 1000 souffrances. Je suis chez moi partout où je choisis d'être, pense-t-elle en fermant les yeux. Cette phrase résonne comme une victoire définitive sur toutes les humiliations passées, une déclaration d'indépendance émotionnelle qui éclaire son avenir de 1000 promesses. These are something like the white ones, like these birch ones. Are these birch trees or what are these? Birch trees, yeah. I like the white as well. Casually commuting genocide? Whoa, 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 whoa. We don't do that here. We don't do that here. Okay, now you want to go mining or what? Let's try to find find a cave. Okay, how do you exit this freaking? Oh wait, half my Pokemon are dead. Hold on. Oh, yeah, I gotta go up there. There's one right here. This guy, I don't know, man. This guy just, he's gotta go. He's always in here, like standing on the table and stuff. He's just gotta go. Yeah, I was just trying to clean up the little pathway over here so that. No, yeah, there was a lot of chunks. Like a creeper came by through here or something. Yeah, like look at all the freaking, like literally. I know, there's so many. Trees. That's actually perfect. What about this one? It's got a little backyard. I love the backyard with the lawnmower. That's so cute. Upstairs, oh, it's cozy. It's kind of cute. Kind of cute. There's two dudes looking at each other. Two dudes chilling in a hot tub. Okay, let's go. Are we walking back and forth, or are we gonna what's happening? To get the leaving? Stuff? Yeah. We're gonna go mining. Okay, finally, let's go. I don't know which way to go. We'll go over here. Oh, I have no food. I'm hungry. Is this a mine right here? Some torches. Do you have any torches? Yeah, I have a few. I only have 8. I have 18. That's enough. It's water. Is this even a cave? I think there's water. Wait, come over here. There's a cave. Whoa, yeah, secret cave, secret cave. Look at this. Oh, nice. Perf. Okay, platinum and aluminum we need to find. Okay. Let me put some. Probably more iron too. No. Maybe or no. Yeah, we gotta get everything again now. We basically gotta start over. Okay. It'll be a while before we can. We need some cobblestone. Ooh. Yeah, we need some cobblestone as well. Okay. And coal. We basically need everything. We're gonna go back though, right? Yeah, eventually. Once we get the backpack mod, so we can transfer everything from the chest that we need over. Too bad there's no ghastlies. Could've just moved our house on a ghastly. That would have been actually kind of lavish. I kind of don't like that there's no mobs, honestly. I miss getting blown up by a creeper, man. No, you don't. Yes, I do, actually.
Creeper. Aw, man. So we back in the mines. Got my pickaxe swinging from side to side. Side to side. I like only find iron and silver. I can never find the aluminum. Did you mine